Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, tel que je suis, tel que je demeure dans mon existence. Aujourd'hui, tel que promis, tel que prévu, je vous lis de Edmond François Valentin About, Les mariages de Paris, paru... Oh, attendez, ça j'ai oublié de prendre ce détail-là assez important, je vais vous le dire. La première édition, eh bien, on ne la trouve pas. Bon. Oui, ben là, voilà. Ben, écoutez, on peut présumer que ça a été publié aux alentours de 1850. Parce que le préfacier, Émile Faguet, nous dit qu'Edmond About avait été très influencé par le romantisme. Il en conserve certaines caractéristiques, mais que l'effet Balzac, le réalisme balzacien, faisait également son effet. Alors, un mot d'abord sur Edmond François Valentin About. C'est un fils d'épicier. Ah oui, il est né le 14 février 1828, il est décédé le 16 janvier 1885. C'est un fils d'épicier, il est reçu premier à l'agrégation des lettres. Il fait divers séjours en Grèce, en Égypte, et il a participé au premier voyage de l'Orient Express. Il a été de la première expédition. Et il a été également critique d'art. Il a publié une dizaine de livres regroupant ses articles. Et dans un de ses articles très célèbres, en fait, la postérité aura retenu qu'About s'en est pris violemment à Courbet, l'accusant d'un pseudo-réalisme. Ouais. Hein? D'accord? La création du monde, on n'en dit pas davantage. Alors, il est élu, sur le plan politique, il a été très près de Napoléon III, donc défenseur du Second Empire, des sympathies prussiennes et également russophile, mais à la suite des nombreuses déconvenues militaires de Napoléon III, il finit quand même par se rallier à la Troisième République. Il est élu membre de l'Académie française en 1884. Son discours est écrit et même imprimé, mais il meurt avant de recevoir l'habit vert. Alors, il a écrit une trentaine de livres, une dizaine de pièces de théâtre et, vous disais-je, une dizaine de recueils de critiques d'art. J'ai farfouillé sur les sites, dont celui du Monde, le dico-citation du journal Le Monde. J'ai trouvé 7 citations, mais aucune ne m'a plu. Je les ai trouvées tarabiscotées, je les ai trouvées longuettes, je les ai trouvées ne m'ont pas convenu, ne m'ont pas plu. J'en ai trouvé davantage sur le site de Babelio, qui est également un agrégateur de critiques et un agrégateur de citations. Alors, des lecteurs donnent leur avis sur l'un ou l'autre des ouvrages. Et sur ce site Babelio, j'ai trouvé une trentaine de citations. Un peu plus d'une trentaine, mais cependant aucune critique. Mais les 30 citations ne m'ont pas plu non plus. Alors, j'aurais aimé vous en extraire une ou deux pour vous donner le ton, mais je vais vous lire un passage d'une des 5 nouvelles qui composent Les mariages de Paris. Alors, mais ce que nous dit le préfacier Émile Faguet, c'est que About est un auteur, ses nouvelles sont drôles, sont subtiles, il est ironique sans être méprisant, c'est un esprit iconoclaste, singulier, mais à la fois distingué, qu'il n'est jamais vociférant, il ne donne jamais dans l'outrance, mais dans la fine caricature sociale. De là la référence à Balzac.
Euh, Ce que je crois comprendre aussi, c'est que quelques-uns de ces livres ont été réédités dans la collection Les Mille et une Nuits, la petite collection, là, format poche, fort joliment présenté. Et l'École des loisirs, des extraits. L'École des loisirs, c'est une maison d'édition pour enfants qui se pique d'offrir à son jeune lectorat des extraits des grands classiques. Exemple, Alexandre Dumas. Et bien souvent, pour donner le goût aux jeunes de lire, eh bien, on leur propose des ouvrages publiés dans cette collection. Ma première impression, je ne lirai pas Edmond François, Valentin About. Je ne le lirai pas. Ce que j'ai pu entrevoir en picorant dedans ne convenait pas à mon palais. Alors l'édition, c'est le 15e de la collection. Alors qu'est-ce que cet ouvrage a ceci de particulier au niveau de description physique de l'objet? Il a appartenu à G. Gilles Lanier, mais avant ça, il a appartenu à Mimi Archambault qui vivait au 86-88 sur la rue Saint-Hubert. Alors, c'est un peu plus au nord de la ville. Ça doit être près de Crémazie. Alors, je peux vous lire le premier... Ah, y a-t-il autre chose aussi que je dois vous dire là-dessus? Est-ce que... L'exemplaire, bon, est défraîchi, la jaquette est manquante, le dos est effiloché, et si on regarde de près, il a été acheté au Colisée du Livre. On reconnaît les traces, on reconnaît les étiquettes, le Colisée du Livre sur la rue Mont-Royal. Alors, ce que nous dit, je vais vous lire le premier paragraphe d'Émile Faguet. Les mariages de Paris n'ont jamais eu la prétention d'être une profonde peinture de mœurs. Bon, voilà, ça au moins on le sait. Ce sont les inventions aimables d'un jeune homme optimiste, satirique, spirituel, qui sortait de l'école normale en 1851, qui habitait à Paris et qui trouvait à Paris un séjour très profitable. Ce qu'il y a de très curieux, c'est l'originalité extraordinaire de ces petites œuvres, sur quoi je demande qu'on ne se moque pas de moi avant que je me sois expliqué. Après, je me permets. Voici un jeune homme qui écrit en 1850. Vous voyez tout de suite toutes les influences qu'il peut subir et dont il doit subir l'une ou l'autre. Il y a le romantisme déclinant déjà, mais encore très puissant sur les esprits. Il y a le réalisme naissant, balbutiant encore, mais qui est la nouveauté du jour. Le réalisme, c'est-à-dire le goût des platitudes et les peindre en un style approprié au sujet. Il y a Balzac, très différent du réalisme, c'est-à-dire le goût de peindre les grands vices et quelques-unes des vertus de l'humanité avec une grande puissance d'observation et une puissance d'imagination beaucoup plus grande. Ce jeune homme peut être dominé par une de ces trois influences et répugnant à l'une, se porter au-devant de l'autre. A-t-il le goût du petit fait observé avec exactitude? Il sera réaliste. Ce dont de myope lui fait-il défaut ou le méprise-t-il? Il se tournera vers le romantisme, qui est l'art de tirer tout de soi-même, sans du reste s'observer et de se voir objectivement, avec les magnifiques agrandissements que l'imagination met à la chose. Ceci lui manque-t-il ou ne lui plaît-il point? Il se tournera vers le balzacisme, qui est une sorte de moliérisme agrandi, et moitié observation et regard rapide et vaste, moitié imagination grandissante et construisante. Il essaiera au moins d'édifier des types généraux de l'humanité. Eh bien, ce que nous dit plus loin Émile Faguet, c'est que derrière ces influences-là qui s'articulent ensemble, il y a l'influence de Voltaire, esprit malicieux, esprit caustique s'il en est, qui donne un tour, un relief, une impulsion à cette mécanique qu'on pourrait qualifier de néo-romantique ou de néo-balzacienne. Alors donc, c'est composé de 5 nouvelles. J'ai choisi de vous lire L'oncle et le neveu,
compose la deuxième nouvelle de ce recueil. Le premier, c'est de l'Hôtel Corneille, et où il est question des femmes. Et là, on pourra juger si cet ouvrage-là mérite de regagner le carton le carton purgatif, ou méritera-t-il, mais enfin, des éditeurs contemporains ont jugé que certaines de ses œuvres méritaient de vivre encore, mais est-ce que le lecteur irascible et tatillon que je suis remettra dans le carton purgatif à bout? C'est ce que nous allons savoir dans quelques minutes. On va découvrir ça ensemble. Le passage que j'ai lu, je l'ai parcouru vitement. J'ai juste vu qu'il était question des femmes et, évidemment, la question des femmes étant une question extrêmement vaste, et rien n'est plus intéressant que cette question. Comme il n'avait pas gagné son argent lui-même, il prêtait volontiers. En retour d'une vertu si rare, le ciel lui donna beaucoup d'amis. Il les aimait tous sincèrement et faisait leur volonté de très bonne grâce. Lorsqu'il en rencontrait un sur le boulevard, c'était toujours lui qui se laissait prendre le bras, faisait un demi-tour sur lui-même et cheminait où l'on voulait le conduire. Notez qu'il n'était ni sot, ni borné, ni ignorant. Il savait 3 ou 4 langues vivantes, il possédait le latin, le grec et tout ce qu'on apprend au collège. Il avait quelques notions de commerce, d'industrie, d'agriculture et de littérature. Et il jugeait sainement d'un livre nouveau lorsque personne n'était là pour l'écouter. Mais c'est avec les femmes que sa faiblesse se montrait dans toute sa force. Il fallait toujours qu'il en aimât que quelqu'une, et si le matin, en se frottant les yeux, il n'avait pas vu quelques lueurs d'amour à l'horizon, il se serait levé maussade et il eût mis infailliblement ses bas à l'envers. Lorsqu'il assistait à un concert ou à un spectacle, il commençait à chercher dans la salle un visage qui lui plût, et il s'en éprenait jusqu'au soir. S'il avait trouvé le spectacle était beau, le concert délicieux, sinon tout le monde parlait mal ou chantait faux. Son cœur, son cœur avait une telle horreur du vide qu'en présence d'une beauté médiocre, il se battait les flancs pour la trouver parfaite. Vous devinerez sans moi que cette tendresse universelle n'était point débauche, mais innocence. Il aimait toutes les femmes sans le leur dire, parce qu'il n'avait jamais osé parler à aucune. C'était le plus candide et le plus inoffensif des roués. Don Juan, si vous voulez, mais avant Donna Julia. Lorsqu'il aimait, il rédigeait en lui-même des déclarations hardies qui s'arrêtaient régulièrement sur ses lèvres. Il faisait sa cour, il montrait le fond de son âme, il poursuivait de longs entretiens, des dialogues charmants dont il faisait les demandes et les réponses. Il trouvait des discours assez énergiques pour amollir des rochers, assez brûlants pour fondre la glace, mais aucune femme ne lui sut gré de ses aspirations muettes. Il faut vouloir pour être aimé. La différence est grande entre le désir et la volonté, le désir qui vogue mollement sur les nuages, la volonté qui court à pied dans les cailloux. L'un qui attend tout du hasard, l'autre qui ne demande rien qu'à elle-même. La volonté qui marche droit au but à travers les haies et les fossés, les ravins et les montagnes. Le désir qui reste assis à sa place et crie de sa voix la plus douce, « Clocher, clocher, arrive, ou je suis mort. » Cependant, au mois d'août de cette année, 4 mois avant de lier les bras de son oncle François, avant de lier les bras de son oncle, François avait osé aimer en face. Il avait rencontré en Haut-d'Ems une jeune fille presque aussi farouche que lui et dont la timidité frissonnante lui avait donné du courage. C'était une Parisienne, frêle et délicate, pâle comme un fruit mûri à l'ombre, transparente comme ces beaux enfants dont le sang bleu coule à ciel ouvert sous l'épiderme. Bon, ouais, un fruit mûri
à l'ombre. Tendez l'oreille. Hop! Il va rester au purgatoire, selon moi. Alors, François, Valentin, Edmond, Abou, je te dis adieu. Et demain, je vais vous entretenir de André Turiet, la chanoesse. Ouais, la chanoesse. Ça promet. Et est-ce qu'il y a la date? Est-ce qu'il y a le copyright? Non. Alors, est-ce que c'est une traduction? Sans doute pas. Alors, voilà. Demain, rendez-vous avec André Turiet, dans l'espoir enfin que l'un ou l'autre de ces 30 auteurs qui sont dans mon carton purgatif finissent par s'échapper et trouver une place de choix dans la librairie, dans l'atelier librairie d'occasion. Le livre voyageur, 2319 rue Bélanger, numéro de téléphone 514-736-0999. Venez nous rencontrer, Fabienne Roch, l'artiste ici, dont je fais les vidéos dans son atelier, l'artiste Fabienne Roch, artiste peintre. Et venez donc nous rencontrer au 2319 rue Bélanger à Montréal. Sur ce, bonne journée à tous.